Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, vidéo renardise parce que c'est le printemps, c'est bon voilà, à chaque changement de saison, il y a une nouvelle vidéo renardise parce que j'ai envie de vous parler de diverses choses que j'ai aimées durant la saison précédente, donc hiver 2018-2019. Je le répète à chaque fois mais j'aime bien me répéter, donc pour ceux qui débarquent, les vidéos renardises, ce sont 4 vidéos par année où je parle de totalement autre chose que de livres, et depuis plus ou moins une année maintenant, j'aime terminer ces vidéos par un sujet de discussion. C'est souvent des sujets qui me tiennent particulièrement à cœur. J'ai notamment parlé de la rupture amicale, de la phobie scolaire. Aujourd'hui, je vais aborder autre chose et c'est un sujet qui est particulièrement attendu. Donc voilà, cette fois, si vous avez envie qu'on parle un petit peu tatouage, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Comme on dit, on change pas une équipe qui gagne, je vais commencer par les séries et les films que j'ai particulièrement aimé regarder cet hiver, et c'est en allant sur mon profil Seriebox, c'est là où je répertorie toutes mes séries et mes films que j'ai été regarder. Je me suis rendu compte que cet hiver... Voilà, hein, tu sens que c'était le moment où il faisait froid, t'avais pas trop envie de sortir de chez toi et que du coup t'as fait tourner ton écran un petit peu plus souvent que d'habitude parce qu'alors, des séries, j'en ai regardé un peu beaucoup. Pour éviter de m'éparpiller et en aborder 150 différentes, je vais vous parler uniquement des séries que j'ai vraiment beaucoup aimées, et si ça vous intéresse, ben je vous laisse de toute façon mon profil en barre d'infos si vous avez envie d'aller voir un petit peu tout ça. La première dont j'ai envie de vous parler, c'est You. C'est une adaptation d'un des romans de Caroline Kepnes. Le titre du roman en français c'est Parfaite, je l'ai pas lu. J'avais eu tout un débat intérieur en me disant ouais mais est-ce que je le commencerai pas quand même, histoire de pouvoir faire un point de comparaison et tout, et en fait il faut que je me rende tout simplement à l'évidence qu'on ne peut pas lire tous les livres dont il y aura ensuite des adaptations en film ou en série, donc des fois, autant se faire une raison. C'est une série qui a suscité quand même pas mal de débats sur internet, tout simplement parce que ça traite d'un sujet un petit peu... Voilà, on va rencontrer Joe qui est libraire et qui va rencontrer une femme dans sa librairie qui va lui demander conseil pour un bouquin, sauf que lui... coup de foudre, voilà, il va suivre cette fille, je ne sais même plus comment elle s'appelle. Bon, on va être honnête, ce personnage, sa personnalité, je suis un petit peu passée à côté, j'avais juste envie de savoir en fait ce qui allait lui arriver. Petit à petit, Joe va se rapprocher d'elle et il va commencer à la côtoyer régulièrement. Sauf qu'il va pas faire un rapprochement comme tout le monde, il va un petit peu légèrement, beaucoup, la stalker sur les réseaux sociaux. Donc il va éplucher son compte Instagram, son compte Facebook, son compte tout, enfin tout. Il va même jusqu'à s'introduire chez elle quand elle est pas là. Alors bien sûr, il y avait des gens qui disaient que c'était malsain d'aimer un personnage comme Joe parce que c'est pas sain, c'est pas normal, enfin le personnage en tant que tel est pas... enfin voilà. Et je comprends tout à fait, et moi-même en fait en regardant la série je me disais purée ça devient quand même vachement bizarre que t'apprécies un personnage qui est juste... Enfin non quoi, enfin, c'est pas bien de faire ça, mais j'avais tellement envie de le suivre, et il y avait des moments dans la série où je le trouvais même un petit peu touchant, tout en ayant une autre partie de moi qui disait oh, quelle horreur, mais non, mais tu peux pas aimer un personnage comme lui, c'est pas possible. Enfin voilà, il y avait tout un mélange et je pense que c'était aussi ça que j'avais envie de voir à ce moment-là. J'avais envie d'être un petit peu tiraillée entre le bien, le mal, enfin voilà. Et je trouve que la série le fait plutôt bien. Bien sûr, il y a des facilités scénaristiques, bon, mais en fait c'est comme dans la lecture, et à ce moment-là, j'avais envie d'entrer dans une série complètement naïvement, de me laisser avoir, de ne pas chipoter, de ne pas aller voir dans tous les petits recoins ce qui allait, ce qui n'allait pas. J'avais envie de crocher à ça, j'ai croché et j'ai bien aimé. Longtemps après tout le monde, je me suis enfin intéressée à Atypical, qui est une série qui traite de l'autisme sur Netflix. On va rencontrer Sam, un jeune homme qui est atteint d'autisme, qui va dans une école publique, et on va suivre voilà, ses histoires d'amour, ses histoires d'amitié, ses histoires de famille, et même si je m'y connais absolument pas en tout ce qui concerne l'autisme, d'ailleurs s'il y a des gens qui s'y connaissent et qui sont touchés par l'autisme qui regardent cette vidéo, ce que je vais dire, si je le dis de la mauvaise façon, ne le prenez pas mal, c'est juste que je ne suis absolument pas proche de l'autisme, donc je ne sais pas du tout comment ça se passe, est-ce que la série le traite bien, est-ce que, enfin voilà, il y a plein de choses que je ne connais pas autour de l'autisme, j'avoue, voilà, on peut pas s'intéresser et tout connaître. Du coup, je trouvais ce personnage super entier, super touchant, super attendrissant et chiant aussi sur les bords, hein, des fois, parce que, ben, voilà, comme toute personne, il a aussi son caractère, qui est aussi lié à tout ça, mais pas que, et j'ai bien aimé tous les personnages, que ce soit le papa, la maman, même si je suis un petit peu déçue, en fait, du traitement qu'il y a eu de la maman, j'aurais voulu peut-être une autre... autre chose la concernant, bien que c'est un point de vue intéressant, mais ouais, je suis pas 100% d'accord avec la façon dont ils ont traité le personnage de la mère. J'ai vraiment trouvé ça chouette, j'ai passé de bons moments, les épisodes sont assez courts, donc voilà, ça s'enchaîne assez rapidement, et j'ai regardé les 2 saisons sans même m'en rendre compte. Si vous avez besoin d'un petit coup de boost, si le printemps ne fait pas encore totalement effet sur vous et que vous êtes encore un peu trop plongé dans votre blues hivernale, qu'est-ce que vous attendez pour commencer Jane the Virgin?
expliquez-moi, j'attends une bonne réponse, parce que là, je pensais pas du tout aimer ça, parce que je trouvais ça... Enfin, on m'avait vendu ça comme c'est réellement, c'est-à-dire une espèce de caricature des telenovelas, mais en même temps mélangée avec une série un peu à l'américaine. Mais je voyais pas trop où ça voulait en venir, l'histoire de cette Jane qui se fait inséminer par erreur, et puis qui tombe enceinte, et puis machin, alors qu'elle est vierge, enfin, etc. Je me disais, waouh, c'était un peu too much pour moi, je crois. Et j'avais commencé cette série quand je venais d'avoir Alice, et du coup, j'avais besoin d'un truc pour me remonter un petit peu le moral, parce que voilà, je sortais d'un coup d'un gros baby blues quand même. Et mon Dieu, ça m'a fait tellement de bien, voilà. Donc depuis, j'associe énormément Jane à cet effet j'ai besoin d'un truc qui me fasse marrer à 100%, où je me prends pas la tête, je me prends pas au sérieux, j'ai envie de trembler pour les personnages, mais en même temps je sais que techniquement il va principalement presque jamais rien leur arriver, je dis bien presque. Et j'ai regardé la saison 4. Selon la série, j'aime bien des fois attendre que la saison soit terminée pour la regarder toute en une seule fois. Là, c'est ce que j'ai fait pour la saison 4. Je pense que ça va être impossible à faire pour la dernière et 5e saison, parce que, en fait, la fin de la saison 4 est un peu trop... Voilà, Au mois de février, je pense que tous les studios de dessins animés se sont donné le mot, c'était les vacances de carnaval, du coup ils ont tous sorti leurs dessins animés à ce moment-là. On a été voir Dragon 3 déjà dans un premier temps, parce que... Voilà, je m'étais retenue de voir absolument toutes les minuscules bouts de bande-annonce parce que je ne voulais absolument pas être spoilée, je ne voulais voir aucune image, je ne voulais rien. Dragon, pour moi, ça fait vraiment partie de ces dessins animés marquants. Et j'avais très peur d'aller voir Dragon 3 pour plein de raisons. J'avais peur que ça s'arrête, j'avais peur de pleurer, ben, bien sûr j'ai pleuré, j'avais peur qu'il fasse une réelle catastrophe avec cette fin et je me suis dit... Ils peuvent complètement merder et nous faire un truc horrible et puis que ça ressemble pas du tout à ce à quoi je m'attendais. Et même si sur la fin j'ai trouvé ça un petit peu de trop, en même temps tu sais c'est le de trop que t'as quand même envie de voir, tu vois, c'est un peu le... ouais, enfin voilà, bref, j'ai pleuré comme une madeleine, c'était trop bien, c'était magnifique, c'était... Voilà, c'était Dragon quoi, et Voilà. Du coup, le deuxième dessin animé qu'on a été voir, c'était Ralph 2.0, Ralph casse Internet, voilà. J'avais énormément aimé le premier, je trouvais que c'était un Disney complètement ovni qui sortait de on ne sait où, et je crois que Ralph 2 est encore mieux. Voilà, Ralph et Vanellope qui décident de sortir de leur bande d'arcade pour aller dans Internet carrément, parce que le jeu de Vanellope est cassé et qu'il faut trouver un volant de réparation, sinon le jeu va être débranché tout simplement. Et du coup, ils arrivent dans cette énorme sphère qui est Internet et j'ai trouvé que c'était hyper bien pensé en fait comme façon de visualiser Internet, de matérialiser Internet avec ces zones, avec ces espèces de voitures qui t'emmènent d'un coin à l'autre. Ils ont même fait le Darknet à un moment donné. Et ils ont fait exactement ce que j'aime avec les dessins animés de ces dernières années, c'est-à-dire qu'il y a pour moi deux niveaux de narration. Il y a le côté enfant, où les enfants vont rigoler, vont apprécier l'histoire, etc. Quoique je pense peut-être pas forcément des enfants très jeunes, parce que tout ce qui est lié à Internet, quand même, il y a plein de sous-entendus qui risquent de pas forcément comprendre. Et justement, il y a le niveau de narration plutôt ado-adulte, je dirais, où là, bah en fait, oui, t'as un souvenir de ça, t'as un souvenir de ça. Alors il y a la petite morale à la Disney, bien sûr, encore une fois, à la fin, etc., sur l'amitié. Et le dernier film dont je vais vous parler, qu'on a été voir au cinéma, c'est bien sûr Captain Marvel. Je vous dis bien sûr, parce que ça faisait partie de mes grosses attentes, sans en être une. Marvel, moi je connais par rapport à X-Men, quand j'étais plus jeune, puis ensuite Iron Man, Avengers, etc. Mais tout ce qui est comics de base, je ne touche pas du tout. Et honnêtement, j'avoue sans aucune honte que je m'intéresse principalement aux films et c'est à peu près tout. Donc du coup, Captain Marvel, je ne savais absolument pas qui c'était et je me demandais bien pourquoi il nous faisait un film sur cette madame alors qu'on avait Black Widow depuis bientôt 10 ans à l'écran. Voilà, bon, j'y crois, hein, j'ai vu 2-3 petites choses qui parlaient d'un film de Black Widow, donc j'espère que ça va se faire. Là encore une fois, j'ai été regarder 0 bande-annonce, j'avais envie de me laisser surprendre, et j'ai tellement aimé ce moment. J'avoue qu'au début, quand l'histoire a commencé, ça prenait du temps, je voyais pas trop où ça voulait en venir. J'aimais bien l'effet nostalgie, retour en arrière, ça se passe durant les années 90 normalement, donc 90 pour vous, amis français, qui nous regardaient. Donc ça c'était pas le souci, j'aimais bien. Par contre le début là, comment ça se pose et tout, je trouvais ça un peu long. Et quand j'ai enfin commencé à comprendre exactement plus ou moins où ils voulaient en venir, je me suis dit, ah ok, bon, je vais m'y intéresser. Et j'ai adoré, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Encore une fois, moi quand j'entre dans ce genre de film, c'est pour me divertir, c'est pas pour me prendre la tête, c'est pas pour essayer de trouver tous les petits détails qui vont pas, et puis les petits anachronismes, et puis ce genre de trucs.
Pour le côté action, j'ai été servie, j'ai eu exactement ce que je voulais voir. Pour le côté histoire aussi, finalement, parce que j'ai vraiment aimé découvrir ce personnage-là. C'est un personnage que je ne connaissais pas et du coup, ça m'a fait plaisir de la rencontrer. Voilà, on était boire un verre et tout, c'était sympa. Et j'ai trouvé qu'elle pétait grave le style, quoi. Enfin... Voilà, j'étais hyper impressionnée par ce personnage, j'étais hyper contente de voir en fait une femme dans ce genre de rôle-là, parce que ça manque tellement dans le domaine des super-héros. Elle m'a vraiment fait un super effet, il y a des scènes qui m'ont vraiment marquée, j'ai aussi énormément rigolé, et du coup il y a eu un très très bon mélange de tout ce que j'apprécie dans un film en général, et voilà, je me réjouis de la revoir bientôt. Ça fait un petit moment maintenant que dans les Renardises, je ne vous parle plus vraiment d'objets ou de gadgets qui me sont utiles dans la vie de tous les jours, parce que voilà, comme je le dis assez régulièrement, le zéro déchet, le minimalisme, ça va un petit peu contre tout ça justement, et je me rends compte qu'il y a plein de choses dont j'ai absolument plus l'utilité, et du coup, voilà, j'ai pas forcément grand chose à vous présenter dans ce genre de catégorie-là. Mais dans les Renardises précédentes, je vous avais présenté mon calendrier de l'Avent Takeaway, qui est un magasin de thé en Suisse, et dans ce calendrier de l'Avent, il n'y avait pas que du thé, il y avait aussi des petits accessoires qui vont avec le thé. Il y avait notamment eu un petit sablier pour indiquer le temps d'infusion d'un thé, il y avait eu une boule à thé, il y avait eu une coupelle à thé, enfin etc. Et puis un jour, j'ai reçu ça. Mais qu'est-ce que c'est, Margot? Ceci, c'est une cuillère, voilà. Waouh, c'est super, génial, mon dieu, ah, on connaissait tellement pas la cuillère. Dingue, et à quoi ça sert, Margot? Non, alors, c'est pas une cuillère comme les autres. Si vous la voyez comme ça, on dirait plutôt une espèce de ces trucs pour faire les boules de glace. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout petit, tout petit. Ceci, les amis, est un doseur à thé. Eh oui. Dans cette petite surface, vous mettez la quantité exacte et parfaite qu'il vous faut pour une tasse de thé. Alors jusque là, vous allez me dire, ouais, t'es maligne, mais t'avais jamais remarqué qu'une petite cuillère, ça faisait l'affaire? Non. Non. Alors, je sais, moi, à la base, ça, on me le présente, jamais je vais l'acheter. Mais genre, jamais, je me dis, ouais, c'est bon, je suis pas débile, je sais mettre du thé, enfin, voilà. Mais ça, en fait, ça a révolutionné mon hiver. Vraiment, je l'utilise tous les jours. Parce que, déjà de 1, ça te donne la quantité exacte de thé en vrac que tu vas mettre dans ta boule à thé. Mais en plus, ça rentre parfaitement dans ta boule à thé. Tu vois ce que je veux dire? Donc en gros, quand t'as ta boule à thé, tu mets ton truc dedans, tu la tournes, et du coup, t'en mets pas partout. C'est génial. Ça reste une cuillère, je vous l'accorde. Avec le thé, un petit carré de chocolat. Ça, c'est mon petit plaisir de ces derniers temps. J'avoue, je suis revenue au carré de chocolat. Fut une époque où le carré de chocolat, ça ne passait plus. J'aimais plus du tout manger du chocolat comme ça. Et là, c'est temps. Je sais pas ce qui s'est passé, j'y suis revenue et j'adore ça. Et je vous en ai peut-être déjà parlé, je crois, sur Instagram. Il y a quelques temps de ça maintenant, on a une chocolaterie Lederach qui s'est installée en ville de Fribourg. Et dernièrement, j'ai testé leurs plaques de chocolat, en fait, quand on arrive devant le comptoir. Ils ont des énormes plaques, mais je me demandais si je pouvais apporter mon propre contenant, vu que zéro déchet, etc. Je voulais éviter d'acheter des plaques de chocolat qui sont emballées dans du papier d'alu, qui sont emballées dans un emballage papier. Donc j'avais envie d'arriver chez Lederach et leur demander si je pouvais prendre du chocolat comme ça. Premièrement, c'est possible, donc c'est génial. Deuxièmement, les spécialistes en chocolat, non parce que je les appelle pas vendeuses, ce sont des spécialistes en chocolat, sont adorables, gentils. Bref, j'adore leur service client et en plus, leur chocolat est tellement bon, mais tellement bon. J'en ai goûté un, chocolat, lait, miel. Si vous avez une chocolaterie Lederach pas très loin de chez vous, ou une chocolaterie tout court, et que vous avez envie de prendre du chocolat, mais que tout le côté emballage, etc. vous insupporte un tout petit peu, n'hésitez pas à leur demander. Moi, c'est vraiment quelque chose maintenant dans ma démarche vers le zéro déchet que j'essaye de faire. C'est un énorme travail sur moi-même, sur mon côté timide, réservé, etc. où j'ose pas déranger, j'ose pas embêter. Et en fait, je le fais de plus en plus, c'est de demander si on peut prendre nos propres contenants pour mettre le produit non emballé dans nos sacs, nos tubes, etc. La dernière chose que j'avais envie de vous présenter, ce sont 2 magazines. Alors le premier, vous le connaissez très certainement parce que je vous en ai parlé quelques fois sur Instagram, sur le blog. C'est le Flow. Voilà, tout simplement, j'avais envie de vous le présenter parce qu'il me semble que depuis le temps que je suis abonnée, je crois que je vous l'ai jamais présenté en fait. J'ai un doute maintenant, mais enfin bon, bref. Dans tous les cas, voilà, j'avais envie de vous parler du Flow parce que ça fait maintenant bientôt 3 ans que je suis abonnée au Flow, enfin depuis le 2e numéro francophone, je crois, je suis abonnée au Flow.
Il y a des moments où j'ai fortement envie de le lire et d'autres moments où j'ai un petit peu moins envie, et quand je suis dans cette période-là où j'ai un petit peu moins envie, ça me dérange pas du tout en fait de continuer mon abonnement et de garder les magazines que je n'ai pas encore lus chez moi et d'attendre en fait d'être dans une période pour pouvoir les lire. C'est aussi des magazines que j'aime énormément feuilleter juste pour la beauté de leur mise en page, de leurs illustrations, de tout ça, parce que je trouve vraiment qu'ils font un travail magnifique à ce niveau-là. C'est toujours dans un esprit assez feel good, assez développement personnel. Il y a des portraits, il y a plein de choses assez culturelles dedans que j'aime énormément suivre. Et c'est aussi notamment grâce à ce magazine-là, je découpe beaucoup de choses dedans et je fais mes pages d'inspiration dans mon bullet journal que vous avez vu il y a pas très longtemps. Le deuxième que j'avais envie de vous présenter, c'était Socialter, parce que j'ai été contactée par le magazine en question qui m'a abonnée pour une année à leur magazine. On est dans un autre genre de magazine là, en l'occurrence je le découvre petit à petit. J'aime beaucoup leur magazine parce que on est plus sur des vrais questionnements. Là, je viens de terminer celui sur l'effondrement du monde, notamment, et ça fait un peu peur quand même, hein. Voilà, là, c'est sur le culte du bonheur, donc voilà, tout ce qui est Instagram, réseaux sociaux, etc. Il faut tout le temps être heureux, il faut tout le temps faire les 10 choses pour me faire du bien, les 10 choses qui me rendront heureuse, toujours voir le bien partout, etc. C'est un peu plus un magazine un peu critique de société, donc j'aime bien le coupler avec Flo par exemple, parce que les deux se complètent, on va dire, traitent parfois un petit peu des mêmes sujets mais pas du tout de la même façon. Celui-ci est un petit peu plus critique quand même, mais j'aime bien, il y a pas mal de références littéraires aussi à l'intérieur, il y a pas mal d'ouvrages qui sont recommandés, des essais ou ce genre de choses sur le sujet en question. J'aime bien la façon dont leurs articles sont faits, parce qu'ils sont totalement accessibles, on n'est pas sur un vocabulaire hyper pointu où en fait on va lire l'article et on va se rendre compte à la fin qu'on n'a rien compris. Du coup on va passer à la dernière partie de ces renardises, celle que vous attendiez tous avec tellement d'impatience, ouais. Non pas du tout, bref, enfin si, moi je l'attendais parce que ça fait super longtemps que je me dis que je devrais vous la faire et que je ne vous l'ai toujours pas faite, voilà. J'attendais en fait un peu pour vous la faire et puis finalement je suis toujours dans la même situation, donc je me suis dit que cette fois, terminé ou pas terminé, j'allais vous faire ça quand même parce que j'avais vraiment envie de vous en parler. J'ai essayé de le faire une première fois déjà et je suis partie de là à de là en passant par ici, en repassant par là, ça allait pas du tout, c'était encore plus brouillon que d'habitude, bien que ce genre de sujet quand je l'ai fait en général, c'est de toute façon brouillon parce que je ne sais pas caler mes idées comme il faut. Là, ce que j'ai fait, c'est que ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez peut-être vu, je vous ai demandé de me poser des questions par rapport au tatouage, et en fait, en me basant sur vos questions, ça va me donner une sorte de fil conducteur, et grâce à vos questions, je vais pouvoir aborder le fameux sujet qu'est le tatouage. Dans un premier temps, je tiens à vous dire, je ne vais pas vous parler de comment on choisit son tatoueur. Je vais pas non plus vous parler de prix, parce que c'est différent selon les pays, c'est différent selon le tatoueur, c'est différent selon la taille, selon l'endroit, enfin bref. Et enfin, je vais pas vous parler de soins, parce que c'est très délicat, on n'a pas tous la même peau, on n'a pas tous la même réaction au tatouage. Tous les tatoueurs ne conseillent pas les mêmes choses. Moi, en général, j'ai une certaine façon de faire, j'en parle avec le tatoueur me dit s'il trouve ça bien ou pas du tout. En général, ça passe, mais voilà, c'est ma façon de faire et mes tatouages et ma peau s'en portent très bien jusqu'à présent. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais prendre mes petites questions que j'ai sélectionnées et comme elles sont pas dans l'ordre par contre, je voulais commencer par celle-ci, voilà, qui je trouve lance bien la thématique. C'est Morganatic qui me demande combien de temps de réflexion avant tes tatouages. Le temps de réflexion, c'est le moment où vous avez votre idée et le moment où vous allez aller à la réalisation. Donc moi, mon premier tatouage, je l'ai fait quand j'avais 18 ans et demi, plus ou moins. Et je savais que j'en voulais un depuis mes 17 ans. À 17 ans, j'ai fait part de ce choix à mes parents. Ils étaient d'accord parce que eux-mêmes sont tatoués depuis... Pour moi, ils sont tatoués depuis toujours. Et en plus de mes parents, j'ai d'autres proches qui sont tatoués. Et du coup, j'ai toujours eu un rapport très ouvert par rapport au tatouage. Je comprenais pourquoi les gens voulaient se faire tatouer. Je comprenais les significations. Enfin voilà, je m'étais quand même un petit peu renseignée quand ça a commencé à vraiment m'intéresser. Et quand je m'étais enfin décidée, mon père d'ailleurs m'avait dit... De toute façon, ton tatouage, je veux que tu réfléchisses à ton dessin et du moment que tu l'as en tête, avant de faire quoi que ce soit, tu vas réfléchir à ce dessin pendant 6 mois. Pendant 6 mois, tu vas t'imaginer l'avoir sur la peau à l'endroit que tu as décidé, est-ce que tu es sûr, etc. Donc pour moi, pour répondre à la question, c'est 6 mois. Quand j'ai l'idée du tatouage en tête, j'attends 6 mois
avant de me le faire faire, avant d'aller voir le tatoueur, avant de voilà. Et quand je vais voir le tatoueur, ça va lancer, on va dire, une première vague de travail, et le tatoueur en général vous prend pas l'après-midi même pour faire le tatouage que vous vouliez. Après ça va dépendre, je pense, des tatoueurs et aussi des endroits. Moi en tout cas je sais qu'ici en général il faut attendre quand même bien 3 voire 4 mois, voire 6 pour certains, avant d'avoir son premier rendez-vous avec son tatoueur. Donc moi mon premier tatouage c'est celui-ci, ce sont des ailes que j'avais dessinées moi-même à l'âge de 17 ans. Le tatouage en tant que tel a duré 2h30, mais c'était le premier, donc voilà, j'étais très contente, j'ai partagé ce moment avec ma meilleure amie qui était là pour me soutenir, me tenir les mains et me dire que ça allait aller, et voilà, ça a été le premier d'une longue série qui n'est pas terminée. La question suivante me semblait la plus pertinente par rapport au déroulé de cette discussion. C'est la question de Kumja qui me demande: bonjour Margot, au niveau de la douleur lors du tatouage, comment l'as-tu ressenti? J'ai eu beaucoup de demandes et de questions autour de la douleur sous plein de formats différents. La douleur qu'on va recevoir, je pense que c'est ce qui nous taraude le plus peut-être pour certains au moment du tatouage, mais c'est ce qui est le plus difficile à transmettre ensuite quand on a envie d'en parler. On m'a même demandé: mais tu l'as pas rentré à quelle autre douleur pour qu'on se fasse plus ou moins une idée? En fait, je sais juste pas. Peut-être éventuellement des pincements continus comme ça sur la peau, aucune idée. Ça va dépendre de l'endroit, ça va dépendre du tatoueur, ça va dépendre des aiguilles, ça va dépendre de la couleur. Tout est relatif, on va tous vivre la douleur différemment. Faut vous imaginer que c'est des piqûres quoi, en continu pendant plusieurs heures des fois. On supporte pas tous la douleur de la même façon. En fait, du moment qu'on n'a pas essayé, je trouve que c'est vachement difficile de parler de la douleur du tatouage à quelqu'un qui n'est pas tatoué. J'enchaîne avec la question de Chloe TechPep McFly qui me demande: comment as-tu choisi tes dessins? Est-ce que tu as eu peur du manque d'originalité? Alors sur le poignet, vous l'avez très certainement déjà vu, c'est celui qu'on voit le plus vu qu'il est sur mon poignet. J'ai les reliques de la mort de la fameuse saga Harry Potter. C'est un tatouage qui manque complètement d'originalité, c'est un tatouage que beaucoup de gens ont déjà, d'ailleurs souvent à cet endroit-là. Voilà. Est-ce que j'ai peur du manque d'originalité par rapport à ça? Absolument pas, parce que ça fait partie de moi. En fait, un dessin pour moi est vraiment représentatif d'une période et représentatif d'un tout. Souvent j'associe mes tatouages à des instants. Les ailes par exemple que j'ai dans le dos, je l'associe énormément à mon envol dans la vie active, à mes petites ailes qui à par moments en fait t'empêchent de t'envoler comme tu veux, un peu comme le bébé oiseau qui a de la peine à quitter son nid mais qui a quand même déjà des ailes. Et en fait c'était hyper important pour moi de le faire à cet âge-là, parce qu'à 18 ans j'avais ces petites ailes mais elles avaient un petit peu de la peine encore à me porter quoi, on va dire. Ensuite, j'en ai fait un sur la poitrine, qui est une phrase en elfique. Ma meilleure a exactement le même sur le pied. Et cette phrase en elfique veut dire « Une étoile brille sur le jour de notre rencontre ». J'ai l'impression que je l'ai dit 150 fois celle-là, parce que je crois que c'est celui que je dois le plus expliquer, bien sûr. C'est normal, c'est en elfique, donc bon, voilà. À moins de croiser quelqu'un dans la rue qui parle couramment elfique, il y a peu de gens qui vont comprendre exactement ce que c'est, voilà. Et celui-ci, c'était en plus un tatouage de voyage. On l'avait fait ensemble à Dublin lors d'un de nos voyages en duo. Et avec ma meilleure amie, je pense clairement qu'on avait une étoile qui brillait bien fort le jour où on s'est rencontrés lors de nos 5 et 6 ans. Parce que depuis ce moment-là, on s'est très peu quittés et on a toujours été très complémentaires l'une et l'autre en fait. Du coup, c'était important pour moi de le faire. Et ça aussi, c'est pas très original, mais ça a une signification. Pour les reliques de la mort, ça a un trait avec tout ce qui est lié à mon enfance et mon adolescence. Harry et ses amis, je les connais depuis que j'ai 7-8 ans. Ils m'ont accompagnée en livre jusqu'à mes 17 ans, quoi. Donc je les ai chéris, ils m'ont apporté énormément de choses. Et quand on me demande pourquoi les reliques de la mort et pas un autre symbole de Harry Potter, j'avais envie des reliques de la mort parce que pour moi ça représente vraiment la saga, ça représente le bien, le mal, cette dualité en fait des fois qu'on peut avoir en nous, et j'avais pas envie de l'éclair, j'avais pas envie des lunettes, j'avais pas envie d'un vif d'or parce que moi, particulièrement dans Harry Potter, je n'aime pas Harry Potter en fait. Oh là là, j'ai tous les Potterheads qui vont me tomber dessus, non, quelle horreur. Non mais c'est vrai, voilà, Harry n'est pas mon personnage favori dans la saga, j'en ai pas particulièrement, et j'avais pas envie d'avoir le symbole du personnage Harry Potter, j'avais envie d'avoir un symbole qui représente beaucoup plus tous les thèmes de la saga. Voilà, et c'est pour ça que moi personnellement j'ai choisi les reliques de la mort. Après le poignet, pourquoi? J'avoue que là c'était un peu plus... voilà, parce que allez, pourquoi pas, je vais le faire là. Et là aussi c'était un tatouage de voyage que j'ai fait à Montréal avec Vincent qui s'est aussi lui fait un autre tatouage sur le poignet.
Une année après Montréal, et donc les reliques de la mort d'Harry Potter, je me suis fait faire le renard sur la cuisse, que vous voyez juste là. Et celui-ci, c'est celui dont je suis le plus fière, je pense. Je l'aime vraiment beaucoup, je le trouve magnifique. Et il a une signification particulière. C'est tout, en fait, mon apprentissage sur Internet. C'est le début de Margot Liseuse. C'est le fait qu'on m'a associé très rapidement à l'animal du renard pour un truc vraiment tout con à la base. Enfin, j'avais mis une image de renard sur un de mes blogs et voilà, c'était parti de là, les cheveux roux, etc. Puis c'est resté, et puis en fait petit à petit je me suis intéressée à cet animal, je le trouvais vraiment intéressant, j'ai trouvé des caractéristiques qui me correspondaient plutôt pas mal. Et c'est devenu un petit peu mon animal totem, on va dire. Et du coup, j'avais vraiment envie de le garder, ancré en moi, quoi, c'est le cas de le dire. Et puis le dernier qui est encore en cours, donc, comme vous l'aurez compris, c'est les différentes pièces que j'ai sur l'épaule et le bras, qui représentent tout ce que j'aime dans l'automne, la nature, la forêt. Il y a à la fois ce côté un peu camouflage où j'ai envie d'être un peu cachée mais pas trop, j'ai envie de pouvoir me soustraire au regard des autres, et il y a en même temps ce côté magie de la forêt, être en forêt, enfin voilà, cet amour pour cette saison qu'est l'automne, et voilà, c'est très difficile à expliquer le pourquoi du comment, mais moi je me comprends, c'est le principal. Donc est-ce que c'est un manque d'originalité? Est-ce que j'ai eu peur de ça? Non, parce que j'essaye pas de voir ce que font les autres en fait. Alors là il y a deux questions qui se complètent plus ou moins. Il y a celle de Ella Hub qui me dit bonjour, comment être sûr de son choix et qu'il plaise encore quand on sera plus âgé, et celle de Wizanol qui me dit que réponds-tu aux gens qui te disent mais tu regretteras plus tard, c'est indélébile, ou plutôt quel est ton rapport à cette notion d'irréversible de c'est pour la vie. Alors quant au choix et avoir peur de ce que ça donnera quand je serai plus vieille, j'ai été regarder il y a pas très longtemps des images de personnes âgées qui sont tatouées, pour certains de la tête aux pieds, que ce soit des hommes ou des femmes, et je les ai trouvés tellement sûrs d'eux, je les ai trouvés beaux en fait. J'ai trouvé que leur tatouage, même vieilli, était magnifique et que ça leur apportait un truc. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit waouh, si moi je peux ressembler à ça quand je serai plus vieille, je signe tout de suite. Après par rapport au choix, c'est comme je vous disais au début, mieux vaut bien réfléchir avant, être sûr de ne pas regretter. Peut-être qu'on va regretter, mais on peut toujours améliorer en fait un tatouage, on peut toujours lui apporter des petites modifications et sans forcément devoir le recouvrir ou le faire enlever ou ce genre de choses. Je pense que ça peut grandir avec nous, et le jour où mes tatouages seront moins jolis, seront moins esthétiques parce qu'ils auront un peu bavé, le trait aura grossi ou ce genre de choses, je me dis juste que ça fera partie du truc en fait. Voilà, ça me rappellera que celui-ci je l'ai fait quand j'avais 18 ans et qu'aujourd'hui j'en ai 78 et tant pis quoi, enfin voilà, c'est la vie quoi en fait. Et même je me réjouis pas mal de voir la tête qu'auront mes tatouages avec le temps. Par rapport aux phrases qu'on me sort, genre ouais mais bon c'est quand même irréversible, tu pourras jamais l'enlever, enfin quand même c'est un truc que t'as sous la peau, gna gna. C'est des trucs qu'on entend bien sûr tout le temps, il y a tout le temps des gens qui vont vous les dire, et moi en fait j'ai la réponse la plus bateau du monde, c'est oui je sais, merci, oui mais c'est mon corps donc je fais ce que je veux, et je m'amuse pas en fait à essayer d'expliquer le pourquoi du comment, il y a des gens qui méritent l'explication puis il y a les autres, et en général les autres je leur explique pas et puis je leur dis juste que c'est mon choix et puis voilà. Ça me fait penser du coup à la question de SoAMRN qui me dit est-ce que ton entourage t'a fait des réflexions sur tes tatous? On m'en fait personnellement, moi non parce que j'ai de toute façon le 3/4 de mon entourage qui est tatoué. Les seules personnes qui me font régulièrement des réflexions, mais après je me dis que c'est aussi par rapport à leur âge, etc. Ce sont mes grands-parents du côté paternel. On parlait de l'entourage, on va parler du travail aussi bien sûr. Donc Kata Lanolara me demande tes tatouages sont-ils acceptés à ton travail? Les gens font-ils preuve d'appréhension envers toi? Le seul qu'on voit vraiment en fait pendant que je sers des clients, c'est celui que j'ai sur le poignet. Et les personnes qui ont voulu me poser des questions là-dessus, quand ils m'ont demandé ce que ça voulait dire, c'est quoi votre tatouage, etc., et que j'ai dit que ça était en lien avec Harry Potter, j'ai de toute façon les gens qui au début voient pas du tout ce que c'est, et du coup, voilà, disent ah ok, bon je connais pas. Et au pire, les autres, donc la majorité, associe ça à quelque chose qui est lié à des livres, qui est lié à l'enfance, et ça dérive tout de suite vers quelque chose de « Ah mais c'est mignon !» « Ah c'est chou !» « Ah vous avez gardé votre âme d'enfant !» Après il y a aussi l'autre côté, donc pas les clients mais plutôt les patrons. Et là je pense aussi qu'à ce niveau-là, il y a de plus en plus de patrons qui sont plus ouverts d'esprit en ce qui concerne le tatouage, il y a de plus en plus de gens qui sont tatoués, certains patrons sont eux-mêmes tatoués, et ensuite il y a énormément de tatouages qu'on peut aisément cacher si on n'a pas envie de les montrer ou si on n'a pas le droit de les montrer au travail parce que c'est précisé par notre patron ou c'est précisé dans notre contrat de travail. Par exemple, je connais des gens qui travaillent dans des banques ou dans le domaine du luxe ou dans ce genre de choses, et là en effet les tatouages sont pas forcément toujours très bien
bien vu, et donc c'est facile de tout simplement mettre des choses à longue manche, des cravates ou des chemises ou bien ce genre de choses. Si on n'est pas tatoué dans le cou, sur les mains ou sur le visage, il y a quand même assez peu de chances qu'on le remarque. Après, ben voilà, on le sait aussi au moment où on va se faire tatouer. Je suis peut-être naïve, hein, mais je pense quand même qu'il y a pas mal de milieux où aujourd'hui ça passe peut-être plus facilement qu'avant d'être tatoué. J'ai beaucoup aimé la question de Madame Gros-Potiron qui me demande: est-ce que tu as une vision globale du corps tatoué que tu veux ou bien tu fais des pièces petit à petit comme ça vient? Est-ce qu'elles ont toutes un point commun et est-ce qu'il te faut un sens derrière ou une pièce purement esthétique te tente aussi? Alors là c'était une grande question, donc je vais y aller petit à petit. Oui, j'ai une vision plus ou moins globale de ce que j'aimerais à la fin, bien que tout est toujours arrangeable. J'aime pas trop me poser, de trop visualiser avant, mais je sais quand même plus ou moins où il y aura des tatouages et où il n'y en aura pas. Après, quoi, comment exactement, pas forcément. Il y avait par rapport aussi aux liens que les tatouages auront entre eux. En effet, moi j'ai quand même une sorte de thématique, de grande thématique que j'aimerais plus ou moins garder. Vous l'aurez compris peut-être avec les tatouages que vous avez déjà pu voir, il y a les ailes, le renard, l'elfique, Harry Potter, bon voilà, ça reste un symbole, mais ça fait partie quand même tout ça d'un monde un petit peu imaginaire, féerique, nature. Donc voilà, je pense que tous mes tatouages vont plutôt tourner autour de ça. Je suis pas forcément une adepte des pièces prises par-ci par-là qui n'ont pas spécifiquement de sens les unes avec les autres. Ça me dérange pas du tout chez les autres, mais chez moi en fait je le visualise pas comme ça. Et il y avait aussi la question par rapport à l'esthétisme ou à la signification. Alors en fait pour moi les deux sont pas incompatibles, hein. Il y a des choses que je trouve très très belles et qui je trouve peuvent avoir une signification. Je me verrais pas spécialement faire une pièce purement esthétique juste parce que je trouve très joli ce tatouage sans qu'il y ait forcément une signification derrière, mais en fait si quelqu'un me disait ah bah moi je me fais ce tatouage parce que je le trouve beau, je trouverais ça totalement cohérent, enfin ça me dérangerait pas d'entendre quelqu'un parler comme ça, mais chez moi je trouve que tout est lié, c'est-à-dire que quelque chose que je trouve beau aura forcément une signification. Et du coup je rebondis aussi sur une des précédentes questions où j'avais pas totalement répondu dans le choix du dessin. Il y en a deux qui n'ont pas été vraiment pensés parce que ben voilà c'était des dessins préfaits, c'est-à-dire la phrase en elfique et le symbole Harry Potter, ce sont des symboles, enfin des choses qui sont déjà existantes. Le tatoueur n'avait plus qu'à les recopier. Les ailes c'est moi qui les avais faites et pour le renard par contre j'avais vraiment très très envie d'avoir le style de ce tatoueur là. En fait je suis arrivée avec mon idée de renard qui est en train de sauter. Et je lui ai dit, ben voilà, tiens, j'aime ce que tu fais, j'aime ton coup de crayon, j'aime ton art, et j'ai envie d'avoir un renard fait par toi, avec ton style, sur moi. J'aime aussi ça dans le tatouage, en fait, c'est découvrir le style de quelqu'un, le talent de quelqu'un, et pour justement revenir sur cet univers que j'aimerais créer sur mon corps, ça ne me dérange pas d'avoir des pièces de différents tatoueurs, donc d'avoir différents styles, mais que l'univers, lui, par contre, soit respecté. On arrive bientôt à la fin et je continue avec la question de Welline que je trouvais vraiment super intéressante où elle me demande: le tatouage est-il un moyen d'accepter mieux son corps? Je pense que ça va dépendre de chacun, mais moi personnellement, pour mon cas, ça a été exactement ça. Vous avez pu voir les images de mes tatouages. Je ne me cache pas autrement aujourd'hui, je suis fière du corps que j'ai, ma maternité m'a énormément appris à aimer mon corps et les tatouages m'ont également énormément aidé à ce niveau-là. Déjà la maternité, quand tu vois que ton corps va énormément changer et évoluer en 9 mois, ça te fait te regarder vraiment différemment. Et ensuite, le tatouage pour moi, même si j'en avais bien sûr avant ma maternité et que j'en ai fait par après, ça a été une façon pour moi de poser un peu les bases de ce corps et de dire ok, il ressemble à ça et en fait je l'accepte tel qu'il est et je sais pas trop comment l'expliquer mieux que ça en fait, mais ça a vraiment été un déclencheur et c'est trop bien de se rendre compte que ce que je vois dans le miroir je l'aime en fait. Et voilà, tout ça a été un processus, mais c'est peut-être pas la solution pour certains de s'aimer et de se faire tatouer, ça ira peut-être pas ensemble, mais moi en tout cas ça m'a beaucoup aidé. Et la dernière question c'est celle de Coco Action qui me demande: regrettes-tu d'avoir fait certains tatouages? Le plus grand frein pour moi. Oui et non. Alors je regrette aucun de mes tatouages. L'acceptation, moi j'ai toujours en fait un stade juste après mon tatouage, ça dure peut-être 2 jours après, où je le regarde, je suis en train de le soigner et je suis là genre mince, t'as pas fait une connerie? Et en fait ça dure 2 jours, ça dure 48 heures et juste après je me dis non, il est canon quand même, non t'as bien fait de le faire. Ça n'a jamais été dans le long terme où je me dis merde, là j'ai merdé, j'aurais jamais dû faire ce tatouage. Donc
jamais aucun regret par rapport à mes tatouages. Écoutez, cette vidéo est terminée, il me semble que j'ai dit tout ce que j'avais à dire au niveau de ma relation avec le tatouage. Vous l'aurez compris, il y a beaucoup de tout ce qui est signification, il y a beaucoup de tout ce qui est souvenir. Je vous ai aussi parlé de l'univers que je compte avoir à peu près sur le corps, pas en détail, mais voilà, vous savez qu'il y a un thème à peu près plus ou moins donné. Je vous ai parlé un petit peu de douleur, je vous ai parlé de choix, d'acceptation, enfin voilà. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous avez vous-même besoin ou envie de parler de vos expériences différentes autour du tatouage, ça me ferait vraiment très plaisir que vous le fassiez en commentaire. J'irai vous lire, je ferai mon maximum pour vous répondre. Si je ne le fais pas, ce n'est pas que je n'ai pas envie, c'est probablement que je n'ai pas eu le temps. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse très fort, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis, comme d'habitude, à une toute prochaine.